On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Une excellente nouvelle parce que le gouvernement a confirmé les crédits budgétaires pour une nouvelle école primaire à Saint-Luc, peut-être à l'île Sainte-Thérèse. Mais d'abord, parlons de l'avenir des golfs et de ce secteur de Saint-Luc avec deux projets qui seront soumis aux citoyens cet automne. Bon, vous savez, depuis plusieurs années déjà, on parle de l'avenir des golfs, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est ce qu'on appelle le secteur Bergère, les Échevins du côté de Saint-Luc. Vous savez, il y a près de 2 ans maintenant, nouveau conseil de ville, nouvelle vision, nouvelle façon de faire, une consultation qu'on veut mener à bien, qu'on veut aller jusqu'au bout. Il y a déjà eu certaines consultations préalables. Là, on s'enligne maintenant vers 2 scénarios qui seraient présentés à l'automne. Question de se remettre un peu en contexte pour savoir où en sommes-nous rendus et à quel endroit maintenant on s'en va. On en discute avec la directrice générale adjointe et directrice des communications à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Brigitte Serra. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, alors donc, les élus ont parlé, les élus ont exprimé leur volonté. Là, maintenant, on est dans l'exécution. C'est pour ça qu'on est plus dans le volet des fonctionnaires que le volet politique. Mais là, dans les faits, dans le fond, quelle est la commande que le Conseil vous a passée? Je vais prendre un pas de recul. Là. La première, dans le fond, le premier mandat qui était demandé, c'était de pouvoir aller au bout de la réflexion parce que c'est un sujet qui était omniprésent depuis plusieurs années. Fait qu'elle disait, bien, qu'est-ce que la population veut? D'où se doter d'une vision d'aménagement du secteur. Souvent, les gens vont le ramener au golf parce qu'il y a une grande partie de ce secteur-là qui est avec 2 golfs. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une vision d'aménagement de tout le secteur et d'aller voir à quels besoins on doit répondre, comment les gens le voyaient. Fait que dans un premier temps, il y a eu un sondage. Le sondage, ils se voulaient beaucoup plus macro pour voir quels sont les principes qui devraient être appliqués, qu'est-ce qui était important pour eux. Puis là, ce qu'on vient de terminer, puis on vient de déposer un rapport, c'était de pouvoir aller forer davantage. Par exemple, les gens disaient, c'était partagé, moitié-moitié. Il y a des gens qui disaient, moi, tant qu'avoir un parc, j'aimerais ça que ce soit un parc où je peux y pratiquer des activités. Il y en a d'autres qui disaient, moi, j'aimerais ça que ce soit un espace qui soit complètement son espace naturel. Bien, dans les ateliers de discussion, ça nous permettait d'aller plus loin sur la vision d'un parc. Qu'est-ce que ça devrait être? Parce qu'effectivement, il y a eu un premier sondage. Bon, c'est sûr que les résultats, à prime abord, nous laissait démontrer visiblement que les citoyens n'avaient pas beaucoup d'appétit pour du développement dans ce secteur-là. Malgré tout, le conseil actuel, Mme Bouchard, la mairesse, veulent quand même aller jusqu'au bout du processus, parce que là, on a l'ancien golf de la mairie, on a l'actuel golf des légendes, mais il y a tout le pourtour aussi, il y a même un secteur à développer dans le milieu. Qu'est-ce qu'on va présenter aux citoyens, dans le fond? C'est quoi la prochaine étape? Parce que si les citoyens ont dit on n'en veut pas vraiment, mais on continue pareil, mais qu'est-ce qu'on va leur soumettre, dans le fond? Dans le fond, ça ne sera pas des plans. Parfois, les gens pensent qu'on va arriver avec des élévations. Ce qui va arriver, ça va être une présentation de zones d'occupation. Donc, par exemple, les gens... Bien, première chose qu'il faut savoir, là, s'il y a une chose à retenir à travers toutes les démarches jusqu'à présent, c'est qu'il n'y aurait aucun développement acceptable sans la création d'un parc d'envergure. Ça, c'est la première conclusion, vraiment. Après ça, il va y avoir, comme je disais, au niveau d'un parc et d'envergure, c'est à échelle variable selon les publics. Donc, ce qui serait présenté, ce serait de se dire, bien, voici selon... Les gens, on a mis plusieurs choses, une interconnectivité entre les secteurs, la création d'un parc d'envergure. Après ça, au niveau d'occupation, au niveau du sol, si développement il y avait, les gens disaient qu'il faudrait qu'il y ait une empreinte minimale au sol. Fait que c'est des scénarios de ce type-là que Apur, qui est la firme qui est chargée de le faire, il viendrait présenter. Pourquoi on dit qu'il y a 2 scénarios qui vont être offerts, dans le fond? C'est quoi? C'est plan A, plan B? Est-ce que... C'est pas plan A, plan A. Désolée, je vais vous interrompre. C'est ça. Dans le fond, est-ce qu'il y a une grosse différence dans ce qui va être présenté aux citoyens? Ah oui, vraiment? Oui. Parce qu'il y avait une différence. Autant au niveau des parcs, c'était moitié-moitié. Au moins, il y avait un lien commun qui était on veut un parc. Puis là, après ça, c'était au niveau de sa vocation. Mais quand on arrive au niveau du lien routier, il y a des gens, parce que si tu veux avoir un parc récréatif, à ce moment-là, il faut que tu puisses y avoir accès. Et il y a des gens, là aussi, c'était vraiment partagé. C'était partagé. Il y en avait la moitié de la population qui voulait pas avoir, l'autre moitié qui n'en voulait pas. Ce qui fait que quand tu vas au bout de ces réflexions-là, ça fait une utilisation de ce périmètre-là complètement différente. Donc, il y a vraiment de grandes différences entre les 2 scénarios qui vont être présentés. Les scénarios, je présume qu'ils vont être
connus et mis publiquement avant de poursuivre les consultations? Est-ce que les gens vont avoir le temps de les regarder un peu? C'est prématuré pour moi de vous dire le comment parce qu'on n'a pas encore finalisé avec Apple au niveau les intrants qu'ils veulent aller chercher lors des discussions. Typiquement, on a deux façons de fonctionner, soit qui sont avant, puis les gens après ça peuvent le commenter. Des fois, il y a la présentation, puis après ça, on laisse une période significative après, puis là, les gens peuvent savoir, mais je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui, mais ça va se préciser. Bon. Là, on est au mois de juin, puis je rappelle probablement si les gens regardent un peu leur courriel personnel, parce que moi, le premier, je suis abonné comme citoyen aux adresses courriel là, de la Ville, parce qu'il y a quelques semaines, on a reçu, pour ceux qui sont abonnés à ça, un document en PDF. Là. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste que ce document-là? C'est envoyé quoi à grande échelle aux citoyens? Oui, avec tous ceux, en fait, on a une plateforme de consultation qui est imagine-sgsr.ca et tous ceux qui voulaient être tenus au courant au fur et à mesure que de la nouvelle information pouvaient s'inscrire, laisser leur courriel. Donc, c'est le rapport des ateliers de discussion qui a lieu. Donc, les gens peuvent voir tous les grands constats et la méthodologie, deux, qui étant les groupes d'intérêt, non les noms. Pour confidentialité, Else Norton ne pouvait pas divulguer les noms. Puis trois, tout ce qui a été dit a été capté par Else Norton. OK. Donc, ceux qui sont abonnés à cette liste-là, puis peut-être qui ont passé, là, mais il faudrait regarder à nouveau, si vous désirez, le consulter, dans le fond, un peu le résumé. Exactement. Puis même ceux qui sont pas abonnés, c'est juste que ceux qui étaient abonnés avaient reçu un courriel leur disant « Nous avons déposé un nouveau document. » Mais là, toute personne intéressée par le sujet, s'ils vont sur la plateforme, je le répète, imagine-sgsr.ca, il y a vraiment un onglet qui est pour la planification, l'aménagement du territoire que vous avez mentionné, le Bergère, les Échevins. OK. Donc, il y a eu ce document-là il y a quelques semaines qui est de nature publique. Là, on entre dans la période estivale, évidemment, un peu plus tranquille. Entre maintenant et l'automne, est-ce qu'il y a d'autres étapes à franchir? Non, parce que là, ça va vraiment être du côté de Apple de pouvoir développer les scénarios qui seraient présentés à l'automne. Il y a des validations à faire aussi au niveau des besoins. Fait qu'ils vont travailler en collaboration avec nous, que nous, on relaie avec le conseil municipal pour être en mesure de présenter à l'automne. Donc, je comprends que c'est prématuré encore, mais quelle forme ça peut prendre, donc, cet automne, de façon de présenter les scénarios? Est-ce que les gens vont pouvoir commenter? Ça va être une présentation... essentiel de pouvoir commenter. Par Zoom, au conseil de ville? Je ne sais pas. Donc, avez-vous déjà pensé un peu à la mécanique pour que les gens puissent vraiment vous abreuver de commentaires? Oui, comme je dis, c'est prématuré parce que je voudrais vraiment pouvoir en parler avec eux, mais ce qui est clair, c'est qu'il y aurait une présentation en présence. Après ça, les gens, on est tout le temps soucieux parce qu'il y a des gens que c'est moins facile pour eux de se déplacer. Fait que tout ce qu'on fait en présence, après ça, les documents sont disponibles en ligne. Mais c'est vraiment important parce que tout le but de la démarche, c'est d'aller collecter ce que les gens ont à dire sur le sujet. Puis il faut qu'ils puissent avoir une période d'échange. Ça ne sera pas juste de l'information, puis après ça, il n'y a pas possibilité de commenter. Tout ça va orienter un peu les élus dans leurs décisions futures, de dire, bien voici, on est allé au bout de la consultation. Oui. On a soumis 2 scénarios, on les a présentés, voici ce que les gens ont donné comme commentaire à l'égard des 2 scénarios, puis ultimement, les élus vont trancher sur ce qu'ils veulent faire avec ça. Là. Totalement. Puis même, un des constats qui est sorti, même si c'était le statu quo à la fin, là, peu importe ce que ce sera, les gens disaient, on est tanné d'en entendre parler. Pour ceux qui vont aller lire le rapport, il disait, tu sais, dans le fond, l'espèce d'ambiguïté qui flotte peut être anxiogène pour certains. Fait que c'est juste d'aller statuer, bon, qu'en est-il de ce périmètre-là? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et après ça, puis dans les considérants, ce que les gens vont pouvoir voir aussi en allant lire le rapport, c'est quels sont les critères décisionnels, qu'est-ce que le scénario doit permettre de faire, mais aussi qu'est-ce qu'il doit comprendre. Fait que vous allez voir, là, puis autant chez les élus que chez les participants, c'est les mêmes constats qui sont ressortis. Tu sais, une préoccupation de bien exploiter les espaces verts, de préserver les milieux naturels, tant qu'à l'exploiter, de pouvoir en profiter pour bonifier le milieu de vie. Du côté des élus, ce qu'ils doivent pouvoir faire, il y a un élément très important, c'est l'équité au niveau de tout le territoire. Fait qu'il y aura ces discussions-là sur... une fois, parce qu'il va falloir le chiffrer aussi. Puis ça, c'était une demande des citoyens. Ils disaient, dans tous les scénarios que vous allez nous présenter, on veut comprendre quel investissement ça implique.
Oui, puis là, on revient toujours à ce bon vieux principe-là. Je prends mon propre exemple. Moi, j'habite un quartier qui n'est pas touché par ce secteur-là. Donc, je peux bien dire ce que je veux ou ce que je veux pas, mais dans le fond, je ne reste pas à côté. Donc, c'est sûr que ça n'a pas le même impact que quelqu'un qui a une maison adossée au golf puis qui n'a pas de voisin en arrière et que lui, ça peut peut-être changer sa vie ou la valeur de sa maison, ou peu importe, ou augmenter la circulation dans le secteur. C'est pour ça que je dis, c'est un peu comme dans le dossier de l'aéroport. Si on ne reste pas à côté, ça nous dérange moins. Mais je peux comprendre que pour ces gens-là qui habitent le secteur, évidemment, comme vous dites, ça peut être plus anxiogène de savoir, mais il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Puis on peut-tu statuer une fois pour toutes? Puis d'ailleurs, dans les groupes de discussion, c'est pour ça il y avait un groupe qui était du milieu économique, il y avait les riverains, parce que c'est leur milieu de vie immédiat. Il y avait tous ceux qui contribuent, que dans l'exercice de leur fonction, ils s'attardent au bien-être d'une communauté, que ce soit en loisirs, en sport, en éducation. Puis l'environnement, évidemment, qui est une composante fort importante. Oui, parce qu'ultimement, dans ce secteur-là, il peut y avoir des enjeux de circulation automobile, des enjeux d'infrastructure au niveau de la tuyauterie. Oui. Mais je reviens à ce que vous avez dit tantôt au début. Ultimement, ça prend un parc nature dans l'équation. Autrement dit que développement, s'il y a un développement quelconque, il faut que ça aille avec un parc nature. C'est la grande conclusion. Aucun développement possible sans un parc et un parc d'envergure. Ça clarifie quand même l'entonnoir pas mal, là. Bien, en fait il y a une grosse partie du périmètre dont on connaît l'orientation que les citoyens aimeraient avoir. Parce que, ultimement, selon ce que les élus vont décider, bien, ça va se traduire soit par des changements de zonage ou par de l'acquisition de terrain. Ça sera aux élus de décider, là, mais je veux dire, ultimement, selon ce que le public va vouloir, ce que les citoyens veulent, bien, il peut potentiellement avoir des changements de zonage ou ultimement des acquisitions de terrain. Et là, le conseil saura bien quoi faire rendu là selon ce que les gens veulent. Exactement. Puis quand c'est clair sur le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, les moyens qui en découlent deviennent plus faciles. Mais il faut au moins s'entendre sur le quoi. Donc, en résumé, il y a quelques semaines, si vous êtes abonné à la liste, vous avez reçu un document qui explique un peu la démarche à ce jour. Sinon, on peut aller l'accueillir sur le site Imagine... sjsr.ca. Sinon, petite pause estivale et dès l'automne, 2 scénarios seront présentés aux citoyens. Et là, les gens pourront s'exprimer de mille et une façons pour qu'ultimement, nos élus puissent décider de la voie adoptée pour l'avenir du secteur bergère des Échevins, dont tout le monde a bien hâte qu'il y ait un dénouement, parce qu'effectivement, on en parle depuis beaucoup trop longtemps. Brigitte Serra, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon été. Bon été. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Importante annonce en éducation sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous le savez, ça fait un certain temps qu'on vous parle de ce besoin d'avoir de nouvelles écoles sur le territoire. La démographie est ainsi faite. Et puis là, bien, vendredi dernier, on apprenait finalement l'autorisation du ministère de l'Éducation de Québec sur cet ajout d'écoles primaires, principalement dans le secteur Saint-Luc, et aussi des travaux agrandissement du côté de Saint-Jacques-le-Mineur. On y reviendra. Bref, on en discute avec la directrice générale du Centre de service scolaire des Hautes-Rivières, Marie-Claude Huberdeau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Bon, vous êtes en poste depuis presque un an. Presque un an. Depuis presque un tour de roue de fait. Tout à fait. Comment résumez-vous votre première année? Complètement enchantée, je vous dirais, emballée. Je termine la tournée des 46 établissements de notre centre de service. Il va m'en manquer peut-être 4 ou 5 là, que je devrais, pour toutes sortes de raisons, faire l'année prochaine. Mais il y a tellement des belles conditions gagnantes dans nos milieux. Là. J'ai vu des élèves heureux. Donc ça, c'est la première chose. J'ai vu du personnel engagé, du personnel qui ont à cœur la réussite de leurs élèves. Et surtout, j'ai vu des directions d'établissements vraiment mobilisées à faire travailler tout ce beau monde ensemble pour nos élèves. Donc, vraiment une belle année. Bon, quand vous êtes arrivé en poste, probablement qu'on vous a informé rapidement des besoins
école primaire, école secondaire, école des métiers. Vos collègues du cégep aussi veulent un agrandissement. Bref, il y a beaucoup de demandes en éducation sur le territoire en ce moment. Puis il y a le maintien des actifs aussi. Tout à fait. Il faut pas oublier. Oui. J'ai été un peu surpris que cette décision-là arrive aussi rapidement. Expliquez-nous un peu le contexte. Oui, en fait, pas nous. Parce que vous nommez mon arrivée en poste, une des premières choses que j'ai eu à gérer, c'est cette belle nouvelle-là que le ministère nous avait accordé la permission d'aller on appelle ça un avant-projet. Donc, des analyses préliminaires pour justement le besoin de l'école primaire dans la grande région de Saint-Jean. Puis, il y a Saint-Jacques-le-Mineur aussi, où on avait l'autorisation pour un agrandissement. Donc, après un an de travail, d'aller-retour avec le ministère, on a fait plusieurs analyses, plusieurs travaux, et donc, on s'attendait en quelque sorte à ce que on nous confirme qu'on pouvait vraiment aller de l'avant avec ces deux projets-là. Puis ça se confirme comment? Bien, c'est l'octroi du financement dont on a fait l'annonce vendredi. Mais étiez-vous surprise que ça arrive à ce moment-ci au mois de juin? Non. En fait, dans le cycle de gestion, là, dans la façon... C'est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal. C'est à ce moment-ci de l'année. Puis je vous dirais qu'il y a d'autres annonces qui sont à venir jusqu'au mois de juillet, donc c'est pas tout à fait terminé. Donc, comme on était déjà en travaux préliminaires pour ces deux projets-là, bien, nous, on s'attendait d'ici la fin de l'année scolaire à avoir des nouvelles. Bon, on parle d'une nouvelle école primaire contenant 22 classes. Oui. On parle d'un projet de 36 millions de dollars. Évidemment, le secteur visé, souhaité, est celui de l'île Sainte-Thérèse. Tout à fait. Question que j'ai envie de vous poser, puis on a reçu la mairesse dans une autre émission. En date d'aujourd'hui, la Ville n'est pas propriétaire de ce terrain-là qu'on voudrait tant. Oui. Il va y avoir des négociations, tout ça. Est-ce que ça vous met dans une situation un peu, pas délicate de dire, bien là, nous, on a le OK pour une nouvelle école. Maintenant, on a besoin d'un terrain. Oui. Puis idéalement à Saint-Luc. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? L'île Sainte-Thérèse, ou étant officiellement Saint-Luc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on continue ce qu'on faisait déjà. C'est-à-dire que l'équipe de la Ville de Saint-Jean et notre équipe à nous travaillent vraiment depuis plusieurs années, mais de façon plus intense depuis le début de l'année scolaire, celle-ci, à justement trouver un terrain qui, du côté de la Ville, va avoir une acceptabilité sociale élevée. C'est important. Ouais. Puis de notre côté, à nous, répondre à toutes les normes techniques puis à notre vision de ce que doit être une école en 2023. Donc, je vous dirais que les travaux vont bon train. Il y a des terrains qui sont ciblés pour analyse, qui répondent à ces critères-là. Je vous dirais qu'on est probablement dans les dernières étapes et qu'on pense à être en mesure là, de confirmer le terrain pour la rentrée, pour l'automne. Ah oui, si rapidement que ça. Il faudrait, pour être en mesure là, de bien respecter les échéanciers, ce serait l'idéal. Est-ce que les échanges avec la Ville sont productifs? Est-ce que tout le monde travaille de pair dans tout ça pour une finalité? Tout à fait, tout à fait. Les équipes d'urbanisme et autres de la Ville, nos équipes des ressources matérielles et d'organisation scolaire, c'est pour ça que je vous dis qu'on est relativement confiants. Évidemment, parfois, il y a quelques petites choses hors de notre contrôle qui peuvent venir ralentir le processus, mais pour le moment, les échéanciers qu'on s'était fixés jusqu'à date ont été respectés. Donc, on est bien confiant que cette belle collaboration va se maintenir et qu'on va être en mesure d'y arriver. Est-ce qu'on a un plan B? Et j'ai posé la même question à la mairesse aussi, parce que dans les faits, évidemment, si ça fonctionne à l'île Sainte-Thérèse, tant mieux, mais si ça ne fonctionne pas, le plan B, c'est quoi? De l'installer le long de la rue Jean-Talon, dans le secteur de l'ancien centre Saint-Georges? En fait, je vous dirais que pour le moment, on met plus d'énergie sur les plans AA et AB, disons, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça va quand même bon train. Donc, pour le moment, tant que ces scénarios-là, on n'est pas allé au bout des choses, je vous dirais que d'envisager un autre secteur, c'est pas tout à fait dans notre vision pour le moment. C'est vraiment le secteur de l'île Sainte-Thérèse qu'on envisage. On le sait, ça c'est un fait, on en a parlé souvent ici à l'émission. Les nouveaux quartiers, Saint-Luc et l'île Sainte-Thérèse principalement. Je me mets à la place, moi, mes enfants ne sont plus à l'école primaire, mais je me mets à la place de quelqu'un qui a une maison à l'île Sainte-Thérèse, puis qui sont jeunes, tout obligés d'aller dans le centre-ville ici, à des kilomètres d'autobus pour aller à l'école primaire. Exact. C'est un phénomène démographique qui ne changera pas. Je veux dire, je présume que dans vos calculs, au niveau de la démographie, clairement, il y a un besoin pour ce secteur-là. Absolument. La première chose qu'on a constatée, c'est que dans ce grand secteur-là, on a à peu près 6 écoles primaires, mais il y en a 5 sur 6 qui sont remplies à capacité actuellement. Donc, déjà, ça démontre le besoin. Tout ce qui est Prévert, 4-20 et compagnie, là, c'est assez rempli. C'est nos écoles, en général, là, je vous dirais que l'espace est de moins en moins disponible. C'est encore pire au secondaire, là, puisqu'on parle du primaire. Donc, déjà, là, on a un enjeu. Ensuite, la raison pour laquelle on a ciblé l'île Sainte-Thérèse, c'est justement, vous le nommiez, le nombre de familles. Actuellement, c'est quand même 400 élèves qu'on déplace vers l'école Joseph-Amédée Bélanger. 400 élèves qui sont des citoyens de l'île Sainte-Thérèse? Oui.
Oui, et donc vers Notre-Dame du Sacré-Cœur aussi. 400 élèves, c'est une école, ça. Bien, voilà, et voilà. Et voilà. Et celle-ci aura environ Les chiffres 500. se tiennent. Ouais. Tout est cohérent, exactement. Donc, 22 classes, ça va donner 575 élèves à terme, là, à long terme. Donc, c'est vraiment ce secteur-là où, pour nous, le besoin était le plus grand. Construire une école, là, ça prend combien de temps? Dans un monde idéal, une fois que le terrain, là, tout est réglé, que la Ville a procédé officiellement à l'achat, qu'on nous l'a cédé, on peut penser à 24 à 36 mois. Donc ça, c'est sur papier. On souhaite que ce soit un 18-24, honnêtement, c'est ce qui est souhaité. Ouais. Par contre, avec l'état actuel des choses au niveau de la surchauffe du marché de la construction, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie dans les matériaux, difficultés ça veut dire, dans le fond, que vous d'approvisionnement. visez, dans un monde idéal, une ouverture en septembre 2026? En septembre, peut-être 2027, Même ce serait... 2027, oui, à la 2027, limite, ce serait à voir, exactement. Okay. Exactement. Mais le spectre normal, je vous dirais, tourne alentour du 24 mois, 24-36 mois. Là. Puis là, on veut une école verte, là. Je comprends, là, c'est... Je ne sais pas, elle est où l'école la plus récemment construite au Québec? Je pense qu'il y en a une dans le bout de Châteauguay, de mémoire. Là. Il y en a une, bien, à ma connaissance, c'est le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Ce sera à Léry. À Léry, oui, dans le bout exactement. de Mercier, exactement, à Châteauguay, ce oui. coin-là. Ça ressemble à quoi une école primaire aujourd'hui? Une nouvelle construction, là, je veux dire, en quoi c'est différent de ce qu'on connaît? En fait, c'est justement, vous le dites, c'est vert, c'est qu'on va chercher, pas juste nous à Haute-Rivière, c'est dans la vision du ministère aussi, on va chercher les plus hautes formes de certification, tout ce qui est éco-responsable. Donc, éco-responsable, développement durable, ça veut dire que au niveau de l'environnement, il y a un très grand respect de l'air, de l'eau, des arbres. Et ça, c'est pour nous, hein, c'est notre héritage et c'est notre futur. Donc, ça, c'est très important. Mais il y a aussi, ensuite un grand respect, je vous dirais, que l'usager soit bien à l'intérieur des bâtisses. Donc, tout au niveau de l'acoustique, des espaces, la luminosité, tout est réfléchi pour que ce soit vraiment l'élève et les membres du personnel se sentent bien. Donc, ça, c'est vraiment un aspect. Ensuite, je vous dirais que ce qui est important, c'est que ce soit l'école dans sa communauté. L'école la plus près du lieu de résidence de l'enfant possible pour favoriser le transport actif. Ça, c'est toutes les saines habitudes de vie, puis c'est aussi un grand enjeu environnemental pour limiter les déplacements. Autre dossier, celui de Saint-Jacques-le-Mineur, oui. qui, oui, fait partie de votre territoire de desserte au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Donc, agrandissement et réaménagement de l'école Saint-Jacques. Qu'est-ce que c'est comme projet? Comme projet, bien ici, c'est 6 classes qu'on va venir ajouter. Puis ça répond vraiment à un besoin criant parce que les prévisions du ministère qu'on nous fournit à chaque année, bien nous, on s'aperçoit qu'on les a dépassées de 40 %. Donc, l'école, elle a 169 élèves actuellement. Elle est remplie vraiment à pleine capacité. Et les projets domiciliaires sont nombreux. D'ici les 5 prochaines années, on entrevoyait une croissance encore plus soutenue. Donc, ça, c'était déjà une bonne chose. C'est un projet de 18 millions. Donc, évidemment, les mêmes principes que je vous nommais tantôt des nouvelles écoles sont maintenus. On veut une école verte, éco-responsable dans sa communauté. Ça, c'est déjà là. Mais dans la réfection qu'on va faire aussi de l'ancienne partie, ça, c'est très important, qu'il n'y ait pas de clivage entre le nouveau et le plus vieux. Ce qu'on a fait à l'école Saint-Eugène ici, l'agrandissement a été inauguré en 2021, est un magnifique exemple de mettre à neuf en profitant d'un agrandissement. Donc, on se promène dans cette école-là. Là, c'est très difficile de décerner dans quelle partie on est, tellement le travail a été bien fait. Donc, dans l'ordre de priorité actuellement, nouvelle école primaire, secteur Saint-Luc, donc secteur Île-Sainte-Thérèse idéalement, agrandissement, rénovation du côté de Saint-Jacques-le-Mineur. Et là, ultimement, les prochaines étapes, vos prochaines priorités, est-ce que ça demeure encore une nouvelle école secondaire? École des métiers, c'est ça qui est sur le radar aussi pour l'avenir? Vous êtes très bien informé, M. Latour. Dans nos priorités pour les nouvelles écoles, on a une nouvelle école de formation professionnelle. On a besoin d'une nouvelle bâtisse. On a besoin de 2 nouvelles écoles secondaires. Oui, à Richelieu, puis dans le secteur de Saint-Luc. Notre croissance au secondaire, là, depuis 2015, c'est de 27 %. La clientèle a connu cette croissance-là. Puis c'est 7 % ajouté à ça pour les 10 prochaines années. Donc, c'est réellement important, la pression clientèle au secondaire. Ensuite, dans nos dans les nouveaux espaces, on a Alberte Melançon. Donc, aussi, on a besoin d'une nouvelle école dans ce secteur-là. Puis, en parallèle à tout ça, dans nos agrandissements, on a quand même 8 projets qu'on a déposés au travers l'ensemble de notre territoire. Donc, c'est notre portrait actuel. Ça fait toujours sourire quand je circule sur Normandie. Je regarde mon ancienne polyvalente Armaresco et je me dis que le modulaire, il n'y a rien de moins temporaire ou permanent
que le modulaire. C'est pareil dans le monde de la santé, ceci dit. Là. Mais effectivement, donc ces modulaires-là sont là pour rester encore un bon petit bout, je présume. Là. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas qu'on ne se verra pas accorder l'ajout d'espace pour la formation professionnelle. Il y a une partie de nos programmes qui sont donnés à Armand Racicot. Donc, effectivement, c'est supposé être temporaire. Mais on peut penser c'est temporaire, mais disons que c'est pas mal permanent pour une couple d'années. Mais dans le fond, tout ce qui relie tout ça, là, c'est des enjeux démographiques. Là. Tout à fait. Est-ce que beaucoup de centres de services scolaires vivent un peu la même chose que nous au Québec, ou c'est un phénomène qui est propre à la Rive-Sud, à la Montérégie ou à la couronne nord et sud de Montréal? Je vous dirais qu'on n'est pas unique. Ce qui a changé du côté de Montréal, c'est la pandémie est venue beaucoup changer les enjeux migratoires qui apportaient une pression clientèle, de ce que j'en connais. Je peux vous parler pour la Montérégie. Nous sommes, je crois, je ne m'abuse, un des secteurs, si ce n'est pas le plus frappé par la croissance démographique au Québec actuellement. Donc, notre centre de service, comme nos voisins, qui, je dirais, à la limite, ont une pression clientèle encore plus forte que la nôtre, là, nos voisins immédiats. Nous sommes quand même dans la deuxième couronne. Mais avec tout ce que je vous nomme là, 4 nouvelles écoles en besoin, 8 agrandissements, c'est quand même des enjeux majeurs chez nous. Tout à fait. Majeur, donc vous êtes constamment en demande auprès du gouvernement. Annuellement. Puis, comme m'a déjà dit le député Louis Lemieux, c'est toujours celui qui fait le plus pitié qui reçoit le chèque en premier. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Mais c'est un peu ça pareil, c'est-à-dire que dans ce canevas décisionnel-là versus les autres, bien, c'est toujours celui qui est le plus... Hein, c'est ça, la priorité, c'est comme ça que ça se décide, disons. Ça se décide, mais en fait, c'est une vision systémique aussi. Là. Ici, je vous dirais qu'il faut toujours faire le lien avec les autres secteurs et dans le fond, que le choix ait le plus grand impact possible pour l'ensemble des besoins. Donc là, dans le fond, si je résume, à court terme, il faut juste prier pour avoir un terrain. Après un terrain. En fait, je suis convaincue que nous aurons ce terrain. Il y aura un terrain. J'en suis convaincue. Bien, merci beaucoup. Bon été à vous. Merci, vous aussi. Restez avec nous. On vous revient après ceci. L'été est à nos portes et en été, qu'est-ce qu'on a? On a une vente trottoir ici même dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. Ça va se tenir du 5 au 9 juillet 2023. Pour obtenir de l'information, il y aura plusieurs commerçants, bien sûr. Allez tout simplement sur le site vieuxsaintjean.com. À demain. Bye-bye.